à quelles conditions le numérique peut-il favoriser le développement des territoires ruraux? Conditions de s'en servir dès le début du projet. Le numérique permet de manière complètement inédite de mettre tous les citoyens autour d'une table virtuelle, de manière synchrone, asynchrone, mais en tout cas tout le monde peut s'impliquer pour co-construire le projet du territoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le projet devient acceptable et que le territoire se met en situation d'accueillir la fibre, le très haut débit pour en faire quelque chose. Donc le numérique, dès le début du projet, c'est essentiel. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'on était passé d'une époque agraire et ensuite fossile à l'époque numérique. Est-ce que les territoires ruraux ont plus d'atouts potentiels ou un effort particulier à faire par rapport aux territoires urbains en matière numérique? De fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette économie de la connaissance, cette économie de l'intelligence, qui supplante les autres, enfin, qui vient les chapeauter, si je puis dire, permet à quiconque vit aujourd'hui en zone urbaine, dans un métier de service, un métier tertiaire, un métier de l'intelligence, de se projeter avec femmes et enfants n'importe où en France, voire n'importe où dans le monde. Donc les territoires ruraux ont une carte à jouer extraordinaire par rapport à l'offre de vie, de qualité de vie, qui sont en mesure immédiatement de mettre en œuvre pour ces gens-là, sous réserve qu'effectivement ils arrivent sur un territoire qui a fait sa mue numérique, qui est actualisé, comme on dit, up-to-date, et qui va leur proposer des communautés qui vont leur permettre de s'épanouir, de continuer à travailler, de créer leur activité, mais aussi de scolariser leurs enfants, d'accéder à la santé, etc. On a parlé de tuyaux, on a parlé de projets de territoire. Quel est l'effort technique à faire par les territoires ruraux pour arriver justement à cette plein usage? Le premier effort, il n'est pas technique, il est mental, c'est-à-dire que c'est passer d'une logique de planification ou de gestion du territoire à une logique justement de projet. On le voit quand les régions, aujourd'hui, l'État ne fait plus de plans et les régions font des appels à projets. Donc vous existez si vous avez un projet. D'accord ? Si vous avez un projet, vous avez un outil de lobbying pour accélérer le déploiement du réseau chez vous. Voilà, parce que vous serez le premier. Non, mais moi j'ai des gens qui attendent, j'ai des électeurs qui attendent, voilà, tout ça vient se mêler et fait que voilà, vous êtes en haut de la pile et vous serez le premier servi. Si vous n'avez pas de projet, si à un moment donné la puissance qui finance vient vous voir et vous dit bon, moi je veux mon réseau, tu vas en faire quoi? C'est quoi ton projet? Est-ce que tu as regardé un peu? Non. Quelque part, vous tombez en bas de la pile. Donc le premier effort, il est celui-là, de formuler le projet. Et le deuxième effort, c'est de se dire, mais je peux aussi, à un moment donné, sur les deniers de la commune, ou en trouvant des partenaires privés, en montrant tout existe en termes de montage, je peux aussi faire le petit bout de réseau dont j'ai besoin. Je peux le faire. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui permettent de le faire. Vous avez évoqué un sondage qui avait été fait auprès de l'Association des maires ruraux, où 95% des maires ruraux disaient on veut le haut débit. Oui. Ça va être facile à intégrer la logique de projet, avant peut-être même l'effort financier pour l'aménagement technique. À l'époque, on était sur la question du haut débit. Je veux le haut débit. Maintenant, ils piaffent tous pour avoir le très haut débit. Donc, c'est deux temporalités différentes, mais c'est, je dirais, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de grosses difficultés à intégrer cette arrivée, puisque les maires ou les intercos ne sont pas maîtres d'œuvre de tout ça. Donc ils le vont arriver. S'ils ont du projet, ça va arriver plus vite chez eux, etc. Non, toute la difficulté vraiment pour le collectif communal ou intercommunal, et peut s'appuyer sur les pays d'ailleurs pour ça, c'est d'accepter de passer 18 mois à travailler avec les citoyens sur une plateforme en ligne, sur un site web contributif. C'est un syndrome des réunions publiques. On a parlé d'e-commerce citoyen, accès au service, un site web qui rend du service, qui n'est pas seulement une vitrine, mais aussi c'est une sorte de réunion publique permanente. Dans les réunions publiques, les maires le savent bien, aujourd'hui, qui vient? Les gens qui sont contre. Là, vous avez 400 habitants sur votre commune, vous avez 4 personnes qui sont là, ceux qui sont contre. Ok. Du coup, il y a un effet de loupe qui est abominable et qui bloque tout. Parce qu'on surpondère la parole de ceux qui s'opposent. Alors que si vous avez fait ne serait-ce qu'un petit sondage en ligne et où 396 autres sont pour, le maire il est dans une situation, ok, vous êtes contre, on va vous entendre, on va écouter, mais sachez qu'il y a les 396 autres, ils sont pour eux. Ça modifie le rapport de force. Très brièvement, les champs d'application, une fois que les réseaux sont faits, qu'on a le projet, etc., les champs d'application, c'est quoi? C'est la santé, c'est la e-santé, c'est l'accès à l'éducation, donc la possibilité dans toutes les écoles d'avoir un ENT et des ponts vers d'autres écoles, vers d'autres contenus. C'est la formation qu'on sous-pondère énormément. Aujourd'hui, la formation professionnelle, l'accès finalement au monde de la formation est très déterminé par la géographie. C'est-à-dire que si vous habitez,
chez nous Cassagnouz dans le Cantal ou Montmarault dans l'Allier, pour suivre une formation, il faut que vous ayez 3 semaines de libre ou 6 mois de libre, donc vous ne pouvez pas travailler même à temps partiel et puis vous former. Il faut que vous alliez à Clermont-Ferrand pour une période de stage qui va être en entrée et sortie fixe. Alors que toute la richesse de la formation, les MOOC, les Massive Online Open Courses, etc., tout un tas aujourd'hui de contenus de formation sont dématérialisés ou dématérialisables et font qu'on doit pouvoir se former de n'importe quel point du territoire. Et ça, l'accès à l'emploi, l'accès à la compétence, aujourd'hui, il est géographiquement déterminé, demain, il doit ne plus l'être. Dernière question, un peu plus générale, est-ce que vous pensez que les territoires ruraux sont une chance pour la France? Oui. Ah oui, c'est même la chance de la France. C'est-à-dire que quand on voit la manière dont se développent les villes, aujourd'hui les statistiques mondiales nous disent qu'en 2050, 75%, 80% des gens vivront dans les métropoles. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est Singapour ou est-ce que c'est Lagos? Lagos, avec un cœur riche et puis des bidonvilles tout autour. Est-ce que c'est Shanghai où aujourd'hui la Chine est en train de se retourner vers ces zones rurales et d'imaginer des smart villages. Alors chez eux ça commence à 50 000 habitants, mais ils sont en train de réinvestir l'espace rural parce qu'ils n'en peuvent plus d'étouffer dans leur métropole concentrationnaire. Donc bien sûr, la ruralité, même plus que la chance, c'est la garantie de survie de notre pays. Vous pensez que le choix de la métropolisation, dans les métropoles qui sont qualifiées juridiquement maintenant en France, c'est un combat d'arrière-garde? Ça ne change pas grand-chose en réalité, parce que d'abord, quand on dit métropole, il n'y a pas plus d'argent pour autant. C'est une articulation à créer, c'est-à-dire que les métropoles, il ne faut plus les penser comme finalement une administration qui doit grossir, toute substance tend à persévérer dans son être, mais non, elles ne vont pas grossir. Elles vont concentrer des dynamiques, des interactions entre l'universitaire, l'économique, etc., le politique. Mais petit à petit, cette richesse-là va rayonner et se nourrir dans les interactions avec le rural. Ce n'est pas les ruraux contre les urbains, mais c'est bien plus les urbains qui veulent se réinvestir l'espace rural et retrouver un équilibre de vie. Ils sont enfermés dans leur ville. Il faut comprendre que c'est compliqué de sortir d'une ville. C'est compliqué d'y entrer et c'est compliqué d'en sortir. Les Parisiens le savent bien, qui veulent aller au bois de Vincennes le dimanche. Voilà, pour faire 20 km, 40 km, ils mettent 1h30, 2h30. Et puis pour revenir aussi. Donc c'est quelque part un mur un peu... Ils sont un peu enfermés là-dedans. En ruralité, on ne se sent pas enfermé comme ça. Donc rouvrons les routes de la ruralité aux urbains, recréons ces interactions, ces facilités, et on sera dans cet équilibre. Donc pas les métropoles contre la ruralité, mais bien au contraire, les métropoles ont beaucoup besoin de la ruralité, et si on voulait parler de circuits courts alimentaires, on serait dans l'évidence.